Je vais démarrer du coup. Donc la communication, c'est un sujet super vaste, donc comme vous vous en doutez, je ne pourrais pas parler de tout. Néanmoins, j'ai essayé de couvrir plusieurs aspects. Donc il y a déjà ce que je vais parler un petit peu des différents types de communication sur lesquels desquels je vais parler aujourd'hui. Ensuite, on va aller voir ensemble d'où est-ce que vient votre façon de communiquer. Qu'est-ce qui a pu venir affecter en fait, ou qu'est-ce qui a pu venir définir le type de communication que vous avez. Ensuite, on va voir pourquoi est-ce que c'est essentiel de travailler sur sa communication pour son développement personnel. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est difficile, pourquoi est-ce que c'est si difficile de communiquer sur ses besoins et sur ses envies, parce que en tout cas j'ai eu pas mal de messages me disant comment est-ce qu'on fait pour communiquer. Donc du coup, voilà, on va aller voir ça. Ensuite, j'ai un petit aspect sur qu'est-ce que ça veut dire libérer sa voix, parce que c'est quelque chose sur laquelle je travaille depuis un petit moment. Et j'en ressens beaucoup de bénéfices, donc du coup je vais vous en parler un petit peu. Et ensuite pour finir, je vais vous donner des pistes sur comment avancer sur votre communication, vous tout seul ou en vous en aider bien évidemment. Donc du coup commençons, n'hésitez pas à me poser des questions ou mettre des commentaires pendant le live, ça me permettra aussi de pouvoir continuer à échanger avec vous, que j'ai pas l'impression de parler toute seule devant mon écran. Donc les différents types de communication, si on commence par là. La première, c'est bien évidemment celle qu'on exprime, donc la communication verbale qui sort de votre bouche. Donc on va verbaliser certaines choses, donc c'est parfois on verbalise ce qu'on pense, parfois on va verbaliser ce qu'on ressent, et puis parfois on va aussi verbaliser des choses qu'on ne pense pas du tout, ou des choses qui ne sont même pas nous. Par exemple, quand on dit « oui, bien sûr, je vais faire ça, ça ne me dérange pas », et en fait on sait très bien à l'intérieur que ça nous dérange. Il y a plein de fois où je suis sûre que vous ouvrez votre bouche, il y a des mots qui sortent, et au même moment où ils sortent, vous êtes en train de vous dire « mais pourquoi est-ce que j'ai dit ça? C'est pas moi, c'est pas vraiment ce que je pensais, d'où est-ce que ça vient ?» Donc du coup, dans la verbalisation, il y a à la fois ce qu'on pense, ce qu'on ressent, mais il y a aussi des fois des choses qui sont pas vraiment nous. Et je vous dis ça parce que c'est intéressant en fait de commencer à regarder les mots qui sortent de votre bouche, puisque chaque mot est important, chaque mot a sa valeur, et de vous rendre compte, du coup, est-ce que ce que je viens de dire, c'est vraiment moi et c'est vraiment ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Soit ça sortait du cœur, soit ça sortait de la tête, mais voilà, d'essayer un petit peu déjà de voir dans ce que vous exprimez, qu'est-ce qui est vraiment vous-même. Donc exprimer les choses, c'est bien évidemment important, mais il faut aussi s'assurer que ce qu'on exprime est bon pour nous. Comme dans l'exemple que je viens de donner, si jamais vous dites oui à quelque chose et qu'à l'intérieur ça crie non, j'en veux pas, cette expression au final, elle vient vous desservir plus qu'autre chose. Donc du coup il y a ça, et l'autre aspect c'est aussi de ne pas exprimer uniquement ce que la personne en face a envie d'entendre, parce que beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation là où du coup on a envie de faire plaisir, on a envie de faire du bien, on n'a pas envie on n'a par exemple pas envie d'entraîner un conflit. Donc du coup on va exprimer des choses qui sont à la fois pas ce qu'on pense ni ce qu'on ressent, mais aussi qui sont là uniquement pour faire plaisir à l'autre personne, et dans ces cas là ça peut nous desservir également. Dans ce qu'on exprime, il y a aussi la façon de s'exprimer. Il y a les mots qu'on utilise qui sont importants, mais la façon dont on le dit est presque plus importante parfois. C'est-à-dire que si on utilise un ton agressif, en général, en face de soi, il ne va pas y avoir la même réponse que si on a une voix douce, si on a une voix calme, et si on garde son calme. Parce qu'en général, quand il y en a un qui monte le ton, l'autre va monter le ton, et c'est un petit peu un engrenage duquel, en général, rien de bon sort. Donc il y a le ton agressif, il y a aussi le ton passif-agressif, donc je le connais parce que je l'ai beaucoup utilisé. Encore une fois, je ne suis pas là pour vous dire que ma communication est parfaite, en revanche, j'ai beaucoup évolué par rapport à ça. Et le côté passif-agressif, il se retrouve chez beaucoup de personnes. Et en général, ce côté-là, il arrive tout simplement parce qu'on dit quelque chose qu'on ne pense pas du tout. Par exemple, si on est au travail et qu'un de nos collègues vient nous voir en nous disant est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux rester plus longtemps ce soir, et qu'on dit oui alors qu'en fait on n'a pas du tout envie de rester plus longtemps ce soir, on va dire oui, puis dès que la personne va être partie, on va être là à ressasser la chose, et puis en plus on va laisser s'accumuler les choses, et au bout d'un moment on va se retrouver à être passif-agressif avec cette personne. C'est-à-dire que ça va pas être un ton super agressif, mais on va quand même montrer qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou de dire mais si ça va, alors que ça va pas du tout. Et ça par exemple c'est beaucoup reproché en couple,
où on va demander à la personne mais t'es sûre que ça va? Et la personne va être là non mais oui ça va, je te dis que ça va. Et en fait 5 minutes après, grosse dispute parce que ça va pas du tout. Donc ça c'est un ton passif-agressif. Et puis il y a aussi une façon de s'exprimer en tant que victime. Et ça aussi c'est pareil, je l'ai été, je le suis encore de temps en temps, mais l'avantage c'est que j'essaie de m'en rendre compte le plus rapidement possible. C'est une réponse où, de toute façon, c'est toujours moi qui prends, c'est toujours moi qui dois faire ça. Vraiment un ton de victime, et ça, en général, ça peut venir agacer la personne qui est en face de nous. Donc, dans ce qu'on exprime, il y a, comme je vous l'ai dit, à la fois le fait d'exprimer ce qu'on pense, qu'on ressent, le fait de faire attention à exprimer des choses qui sont bonnes pour nous et pas uniquement pour l'autre personne, et ensuite faire attention au ton qu'on utilise. Et ça, honnêtement, on s'en rend compte. C'est-à-dire que il y a peut-être des fois où on va avoir un ton passif-agressif et on s'en est pas rendu compte, mais au bout d'un moment, on arrive quand même à savoir que là, on a peut-être abusé. Voilà, donc ça, c'est tout ce qu'on exprime. Ensuite, il y a la communication qu'on a avec soi-même, que voilà, je voulais aborder un petit peu. C'est cette communication qu'il y a dans notre tête. C'est le mental qui est là. Ça peut être soit une communication qui nous valorise, soit une communication qui nous dévalorise. Ça peut être sur nous, mais ça peut être sur les autres. C'est-à-dire avoir des pensées négatives et puis avoir un vrai blabla dans nos têtes par rapport à une autre personne qui nous a fait quelque chose, donc plutôt en négatif, mais ça peut être aussi par rapport à nous. Toute cette communication qu'on a avec nous-mêmes, où on se dévalorise, où on est là à dire mais qu'est-ce que t'es bête, mais qu'est-ce que t'es moche aujourd'hui, mais regarde ton ventre, toute cette communication qu'on a dans nos têtes, elle est tout aussi importante que la communication qu'on verbalise parce qu'en fait elle va venir aussi établir un amour qu'on a pour nous ou qu'on a pour les autres. Et en général, moins on communique à l'extérieur, plus on communique à l'intérieur et plus ce blabla vient vraiment impacter notre vie au quotidien. Donc ça c'est ce qu'on appelle le mental. Donc le mental en soi n'est pas quelque chose de négatif du tout puisqu'il est là aussi, il a une raison d'être et puis surtout il peut être là pour venir nous faire prendre conscience qu'il y a des choses qui nous ont pas plu, qui nous ont pas convenu. Mais ce mental, il peut être très nocif pour nous-mêmes si jamais on le laisse gagner. Parce qu'en fait, il vient se nourrir de nos blessures, de notre passé, de nos peurs. Et en se nourrissant de ça, il continue à utiliser cette voix dans notre tête qui va venir en fait presque prendre le dessus sur ce qu'on pense et ce qu'on ressent. Donc deuxième type de communication. La troisième, c'est celle qu'on ne montre pas. Celle qu'on montre avec le corps, pardon. Celle qu'on montre et celle du corps. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc c'est la communication non verbale. Je pense que vous en avez entendu parler, le langage du corps. Il est reconnu en fait que les mots qu'on utilise ne représentent qu'à peu près 5%, donc j'étais un peu étonnée de ce pourcentage, 5% des informations qui sont entendues par la personne en face de nous. 40% est l'intonation de voix, donc le ton dont je parlais. Donc au final, les mots qu'on prononce et le ton qu'on utilise pour les prononcer, c'est 45% de ce qui va être entendu par la personne en face de nous. Ce qui veut dire qu'il y a 55%, donc il y a la majorité qui passe par notre langage corporel. Donc, ce qui veut dire que c'est la façon dont tu utilises nos mains, le fait que notre voix va être un petit peu tremblante, nos yeux, si par exemple notre voix a l'air super posée, qu'on fait semblant d'être très bien et qu'en fait nos yeux sont remplis de larmes, oui ça va et en même temps nos yeux sont remplis de larmes, c'est la façon dont on se tient, est-ce qu'on se tient comme ça, est-ce qu'on est au contraire ouvert, est-ce qu'on a notre jambe ou est-ce qu'on tape avec notre doigt, est-ce qu'on utilise notre stylo, un peu toutes ces choses-là qui vont venir montrer aussi un type de communication et qui peut nous trahir parfois quand on est dans une situation de stress. L'autre communication du corps, c'est par exemple si votre bouche elle dit oui, mais que là à l'intérieur tout de suite il y a votre ventre qui se serre, ça c'est une communication super importante parce qu'elle vient vous montrer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que ce que vous avez dit c'est pas exactement ou c'est même pas du tout ce que vous pensiez, ce que vous aviez réellement envie de dire. Donc en apprenant à comprendre la communication de notre corps, on peut réussir à savoir en fait qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui est pas bon pour nous et de réussir à comprendre aussi les moments où on ne s'est pas respecté et où on n'a pas posé nos limites. Voilà pour les différents types de communication on va dire que je prends en compte aujourd'hui. Il y en a plein d'autres, mais en tout cas, c'est ces trois-là. L'autre aspect de la communication qui est important, donc bien évidemment, il y a les mots qui sortent, il y a la façon dont on les dit, il y a notre langage corporel, mais il y a aussi l'importance de l'écoute. C'est impossible d'avoir une bonne communication s'il n'y a pas d'écoute. Une communication, donc elle va se faire avec quelqu'un d'autre dans ce cas-là, et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de parler, peu importe le ton que vous utilisez, mais voilà, de parler, de dire quelque chose que vous
pensez, de dire quelque chose qui est important pour vous, et d'avoir le sentiment que l'autre en face ne vous écoute pas du tout. Et si vous réfléchissez 5 secondes à comment ça vous a fait vous sentir, en général, ça nous fait nous sentir vraiment très mal. On a l'impression donc de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, de ne pas être respecté, que ce qu'on dit n'est pas important. Et donc en général, soit ça va faire que du coup nous on se ferme totalement et puis on dit bah c'est fini, je veux plus parler, soit ça va nous énerver parce qu'il y a une certaine forme d'injustice et du coup on va hausser le ton pour être entendu et c'est là où l'engrenage vient commencer à se mettre en place et où en général on n'obtient rien du tout. Donc l'écoute est super importante. L'écoute qu'on reçoit, mais aussi l'écoute que nous on donne à l'autre personne. Est-ce que ça vous est déjà arrivé que quelqu'un vous raconte des choses et que vous vous rendiez compte que vous êtes totalement ailleurs? Vous écoutez pas du tout la personne, ou votre écoute est là. Elle n'est pas vraiment, c'est pas une écoute peut-être bienveillante, ou c'est pas une écoute vraiment présente. Donc vous allez être là, mais votre esprit il est totalement ailleurs. Et ça, la personne le ressent quelque part. Donc l'écoute, vraiment, voilà, l'écoute active, merci. L'écoute active, c'est vraiment ce qui va faire que l'autre personne se sente importante, se sente entendue. Et c'est là en fait où tout simplement il peut commencer à y avoir une vraie discussion. Si vous avez une discussion importante à avoir avec quelqu'un et que la personne, elle vient de rentrer du boulot, elle est stressée, elle n'est pas bien, c'est pas le moment parce qu'elle n'aura pas l'espace pour vous écouter. Donc ça c'est important aussi à regarder quand vous avez envie d'avoir une conversation avec quelqu'un. Il faut voir si l'autre personne elle est prête. Et c'est pas parce que vous l'êtes que l'autre personne va l'être aussi. Et souvent on part du principe que moi j'ai envie de parler maintenant, ça doit sortir maintenant, donc ça sort maintenant. Sauf que si l'autre personne elle n'est pas prête à écouter, elle n'a pas d'espace pour écouter ça, vous allez être frustré. Donc autant demander dès le début à la personne, est-ce que là on peut parler, est-ce que tu es dans des bonnes conditions pour qu'on parle, plutôt que de commencer à parler et d'être encore plus frustré et énervé parce que l'autre personne ne nous écoute pas. Mais il faut aussi comprendre qu'on n'est pas tous à l'écoute au même moment et que pour avoir une communication la plus réussie possible, il faut que les deux personnes, ou si c'est un groupe, mais en tout cas, voilà, il faut au moins que les personnes soient disposées à nous écouter. D'où vient notre façon de communiquer? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de savoir comment ça se fait que moi j'ai du mal à exprimer ce que je ressens? Comment ça se fait que moi dès que je pars au quart de tour quand quelqu'un me dit quelque chose et que c'est injuste? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là de vous dire d'où ça vient? Pourquoi est-ce que moi j'ai peur de parler? Pourquoi est-ce que ma gorge se noue dès que je dois parler en public? Voilà, déjà de poser là comme ça quelques secondes pour vous dire ok, d'où est-ce que ça peut venir? Est-ce que vous avez des idées sur d'où est-ce que ça peut venir pour vous? Je vous laisse juste quelques instants, je bois un petit coup. Et il y a énormément de facteurs qui vont définir en fait notre type de communication. Donc j'en ai fait une petite liste, donc c'est pas une liste exhaustive, mais ça peut déjà vous donner des bases de compréhension. Déjà votre enfance, et on revient souvent à l'enfance, et il n'y a pas photo, il y a beaucoup de choses qui viennent de là. Notre enfance, des choses classiques comme est-ce qu'on vous a laissé pleurer? Est-ce que vous pleuriez et on vous laissait dans votre chambre? C'est ce qui se faisait à l'époque, c'est ce qui se fait encore beaucoup maintenant. On commence seulement à se rendre compte que c'est pas bon pour l'éducation, le développement psychique d'un enfant. Donc le but c'est pas de blâmer les parents parce que ça a été fait maintenant, ça a été fait. Mais voilà, est-ce qu'on vous a laissé pleurer? Est-ce que vous étiez disputé quand vous pleuriez? Est-ce qu'à chaque fois que vous pleuriez, vous étiez disputé? Sachant que pour un enfant, le fait de pleurer, jusqu'à un certain âge en tout cas, c'est la seule façon de s'exprimer. Donc si à chaque fois que vous essayez de vous exprimer, quelqu'un vous casse ou vous dit de vous taire, de toute façon, vous grandissez, vous vous construisez avec cette idée que quand je parle, on me dit de me taire, donc je parle pas. Est-ce qu'on vous a dit de vous taire régulièrement? Est-ce que vous étiez un enfant qui adorait raconter des histoires, qui était super vive, etc., super vif, et puis on vous disait maintenant tu tais, tu fais trop de bruit, tu prends trop d'espace, voilà, ce genre de choses-là. Est-ce que, par exemple, quand vous chantiez, est-ce qu'on vous a souvent descendu, ah, qu'est-ce qu'elle chante faux, c'est là, mais arrête de chanter, tu sais pas chanter, ce genre de choses-là aussi, ça vient fermer totalement au niveau du chakra de la gorge. Ou bien, est-ce qu'on a valorisé votre voix? Est-ce qu'on a valorisé votre façon de parler? Est-ce qu'à chaque fois que vous disiez des nouveaux mots, tout le monde était super content? Est-ce que, voilà, parce que bien évidemment, il peut y avoir les deux.
Donc déjà, comment est-ce qu'on vous a traité en tant qu'enfant dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon de chanter? Ensuite, deuxième piste, la place que vous aviez dans votre famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, si vous aviez un membre de votre famille, une sœur, un père, une mère, peu importe, qui prenait beaucoup de place, que ça soit parce que, je sais pas, c'était un enfant un peu difficile, ou tout simplement parce que c'est un enfant aussi malade, ou qui avait besoin de plus d'attention, si cet enfant-là prenait plus de place, ou ce parent-là prenait plus de place, tout simplement, vous avez choisi de vous mettre en retrait et de vous taire. Ou alors s'il y avait beaucoup de conflits, beaucoup de cris dans votre famille, que je sais pas moi, les parents se disputaient toujours, ou il y avait toujours des disputes, et ben tout simplement, vous vous êtes dit, bah moi j'ai pas envie de participer à ça. Eux ils se disputent, moi je sens que c'est pas bien, que ça fait du mal, donc moi je me tais. Ou au contraire, est-ce que de par cette situation-là, vous avez décidé de, pour me faire écouter, pour me faire entendre, moi aussi je vais devoir crier. Donc du coup, c'est ça, c'est de vous... Comment est-ce que vous êtes positionné par rapport à vos frères et sœurs, par rapport à votre famille? Est-ce que vous avez senti un besoin de vous mettre en retrait? Ou est-ce que vous avez senti un besoin de venir, au contraire, vous exprimer davantage et donc votre communication est peut-être excessive? Un autre aspect, le type de communication des parents. Est-ce que pour vos parents, c'était totalement normal et facile de parler de leurs émotions? Est-ce que vos parents parlaient de ce qui se passait au quotidien dans leur famille, par exemple dans leur enfance? Est-ce que c'était ok pour eux de parler de ce qui se passait dans leur journée? Est-ce qu'ils venaient avec vous pour, voilà, tiens, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Donc, est-ce que vos parents parlaient de leurs émotions? Est-ce que vos parents s'insultaient les uns les autres? Est-ce qu'ils vous parlaient mal? Est-ce qu'au contraire, ils vous disaient plein de mots d'amour? En fait, toutes ces choses-là, le type de communication de vos parents a nécessairement un petit peu défini le vôtre, soit parce que vous êtes mis à faire la même chose qu'eux, soit parce que vous êtes construit à l'inverse de ce que vos parents faisaient. Donc là, on a un petit peu touché la famille, donc je ne sais pas s'il y a des choses qui vous parlent en tout cas. Mais en général, c'est ce qui vient un petit peu mettre un terreau de quel type de communication on va avoir. Ça ne veut pas dire que ce terreau est immuable et qu'on ne peut pas le changer, mais n'empêche que ça vient installer des choses. De mon côté, pour vous donner un exemple, moi j'ai toujours été la petite fille qui ne disait pas grand-chose, qui souriait. Voilà, je souriais, j'étais calme, j'étais un petit peu le cliché de la petite fille parfaite qui crie pas, qui pleure pas trop, qui voilà. Et la raison pour laquelle c'était ça, c'est que dans ma famille, c'est la place que j'ai estimée être la plus sécurisée pour moi. Donc du coup, ça veut pas dire que je ressentais pas des choses, et puis c'est pas que mon enfance, c'est aussi mon adolescence, ça veut pas dire que je ressentais pas des choses, mais je me suis rendu compte que c'était plus sécurisé pour moi et plus intéressant pour moi, pour mon développement, de me taire. Voilà. Donc du coup, on grandit en se taisant, donc ça veut dire que ça boue à l'intérieur, et puis tout ça, ça vient se mettre dans notre corps, dans nos tissus, ça vient créer des tensions, ça vient créer de la raideur, mais il y a un jour où ces émotions, il faut les sortir pour notre santé mentale en fait, pour notre santé mentale et physique. Donc voilà, pour vous donner un petit exemple personnel. Ensuite, notre façon de communiquer, une fois qu'on a passé le stade de l'enfance, il peut y avoir les relations amoureuses, il peut y avoir le travail. Est-ce qu'on a été valorisé? Il suffit des fois d'une seule relation, d'un seul collègue, d'un seul patron, d'un seul amoureux, d'une seule amoureuse pour totalement nous dévaloriser et nous faire tomber plus bas que terre. Ou est-ce qu'au contraire, vous avez été dans des relations qui vous valorisaient, qui vous ont fait vous sentir comme un... Je sais pas moi, j'aime bien dire comme une déesse, comme un dieu, alors c'est pas du tout à prendre au sens littéral du terme, mais qui vous a fait vous sentir waouh, trop bien. Et ça, tout ça, ça peut venir affecter énormément votre communication parce que si vous avez grandi dans une famille où tout le monde communiquait, et là vous vous retrouvez dans une relation amoureuse où vous êtes avec une personne qui vous descend jour après jour, mais que l'amour fait que on reste avec cette personne, et en fait ça vient casser tout ce que vous avez établi comme communication. Donc du coup, voilà, une relation où un travail, enfin un boss, un manager qui va être très nocif peut venir totalement ruiner un petit peu ou entériner ce côté communication impossible. L'autre aspect, c'est comment est-ce que vous êtes dans tout ce qui est confiance en soi et estime de soi. Donc ça, bien évidemment, pareil, ça vient de l'enfance et puis de nos diverses expériences, mais dans la communication, la confiance en soi et l'estime de soi est super importante. Si elle est inexistante, si on n'a pas confiance en soi,
Alors on peut pas oser parler, tout simplement parce qu'il va y avoir cette voix dans notre tête qui va nous dire mais ce que tu as à dire c'est pas important. Ce que tu as à dire, personne n'aura envie de t'écouter, c'est nul ce que tu dis. Qui serait intéressé par ce que tu dis, Voilà, il y a un peu cette voix qui commence à faire tout ce blabla dans notre tête. Si on n'a pas confiance en soi, le mental utilise cette peur-là, d'être jugé, de ne pas être aimé, et va en fait en faire une histoire énorme dans nos têtes, ce qui va faire qu'on va du coup pas parler du tout simplement. Parce que, et c'est pareil pour l'estime de soi, hein, encore une fois, si jamais il n'y a pas d'estime de soi, la communication peut être difficile puisque on va partir du principe, encore une fois, que tout ce qu'on a à dire n'est pas important et qu'on n'est pas légitime pour dire ce qu'on a besoin de dire. Même si c'est des choses qui nous concernent nous, hein. Le mental est très fort. Donc du coup, si vous voulez travailler sur la communication, il va falloir aller faire un tour dans tout ce qui est aussi confiance en soi, estime de soi. Donc là, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais il y a un peu notre tête, notre mental. Donc on peut entretenir une communication difficile ou inexistante si le mental vient utiliser nos blessures pour se nourrir. C'est pour ça que c'est aussi important, dans le travail qu'on fait sur soi, d'aller regarder à quel point est-ce que notre mental est fort. Il y a des périodes où il l'est très fort, d'autres où il l'est un peu moins, et pour certaines personnes, il l'est tout le temps. Donc prendre conscience que la voix, la communication qu'il y a dans notre tête qui est nocive, ça n'est pas nous, et qu'il est possible de dissocier ces voix dans notre tête qui se nourrissent de notre passé, de nos blessures, et qui on est vraiment. Voilà, ça c'est vraiment crucial. Ensuite, les deux autres aspects qui vont venir après sont un petit peu plus spirituels, on va dire un peu moins concrets, mais c'est important pour moi de les mentionner ici, tout simplement parce que ça fait aussi partie de qui je suis. Tout ce qui est carte du ciel et astrologie. Donc je suis en train de me former à l'astrologie, c'est une formation d'1 an, donc du coup je ne suis pas encore au bout, mais je me rends bien compte que chaque signe, et au-delà de chaque signe, hein, parce qu'on n'est pas uniquement notre signe, mais chaque planète, chaque signe a des caractéristiques en lien avec la communication. Par exemple, une personne qui a beaucoup d'énergie de lion dans son signe n'aura absolument pas la même communication qu'une personne ayant beaucoup de cancer dans son signe. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a une qui est mieux ou moins bien que l'autre, tout simplement. Par exemple, je sais pas moi, il y a des signes pour lesquels la communication va être ils vont prendre beaucoup de place. Ils vont prendre beaucoup de place. Et ça, c'est un don, parce que quelqu'un qui prend beaucoup de place, mais qui la prend avec le cœur, va avoir des mots qui vont pouvoir justement venir impacter les autres. Si un autre type de communication, ça va être quelqu'un qui voit super clair en nous et qui est capable avec ses mots de venir toucher exactement ce qui a besoin d'être touché chez nous. Pareil, ça peut être fait ça peut être fait avec le cœur, où du coup on va empêcher une personne de rester dans une relation totalement malsaine ou un travail dans lequel il ou elle n'est pas heureux, ou ça peut être fait pour venir blesser l'autre personne. Ou alors il y a des types de communication, pareil, certains signes, si on prend par exemple des énergies de cancer, quand elles sont non utilisées avec le cœur, donc quand elles sont utilisées avec l'ego, ou quand on a été trop loin dans notre façon d'agir, ça peut être utilisé en passif-agressif. Voilà. Donc c'est pour vous montrer qu'en fait, ça veut pas dire qu'on est totalement défini par les énergies dans notre carte du ciel, mais elles sont intéressantes à aller regarder, tout simplement parce qu'elles vont venir définir quels sont nos atouts dans la communication, mais quels sont aussi les côtés sombres dans lesquels on peut tomber. Donc du coup, et c'est ok de se rendre compte que bah oui, là j'ai été passive-agressive, ou là j'ai été la victime, j'ai agi comme une victime, mais le but c'est pas de dire je suis que ça, c'est de dire voilà quels sont mes dons. Quand on sait que dans notre carte du ciel, nos dons c'est d'aller parler d'une certaine façon, d'aller ouvrir les yeux à des gens sur certaines choses, et ben chouette, on sait que ça fait partie de nous. En revanche, si jamais on voit que dans notre signe, je sais pas moi, il y a quelque chose qui nous dérange totalement dans la façon dont on communique, c'est intéressant aussi d'aller voir comment ça se fait que ça nous dérange. Par exemple, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie de lion et qui, au final, quand on regarde comment elle est aujourd'hui, elle est très timide, et elle va pas oser parler, ça lui dit quoi? Ça lui dit, en fait, ton don, il est là. Donc, va travailler sur la confiance en toi, sur l'estime de toi, va travailler sur tout ça, parce qu'après, waouh! Après, tu vas pouvoir utiliser ce don-là dans ta vie, mais aussi dans la vie des autres. Et c'est là où, en fait, ta place, elle est là. Voilà, donc pour tout ce qui est carte du ciel et astrologie. Ensuite, il y a quelqu'un qui l'a mentionné aussi, c'est tout ce qui est inconscient collectif et karma.
Par exemple, si on regarde la communication des femmes, ça fait des millénaires maintenant qu'on dit aux femmes qu'elles ne doivent pas prendre de place. Donc du coup, moi j'ai travaillé donc, dans ce qui est libération de la voix, justement là-dessus, d'aller voir des vies passées, où on m'a fait me taire, quoi, alors de façon plus ou moins violente. Et c'est pareil en transgénérationnel. Donc l'inconscient collectif, c'est ça en fait. Hein, c'est tout ce qu'on a vécu nous dans nos vies passées, mais aussi tout ce qu'ont vécu nos ancêtres, qui va venir nous affecter. Donc les femmes, il y a énormément de peur de dire des choses totalement bêtes, de peur de prendre sa place, de peur d'oser parler, comme si on risquait encore notre vie, sauf qu'en tout cas dans notre pays actuellement, on ne la risque plus. Autant qu'avant. On la risque toujours, bien évidemment. Il y a énormément de femmes qui sont encore violentées, voire tuées, parce qu'elles ont trop parlé, qu'elles ont trop ouvert leur bouche, quoi, concrètement. Et puis pour les hommes, ça va être différent. Les hommes, par exemple, depuis des millénaires, le patriarcat les force à n'exprimer que des choses dures. Ne pas exprimer, ils n'ont pas le droit d'exprimer comment ils se ressentent, comment ils se sentent. Donc du coup ici on va avoir des difficultés actuellement. Par exemple, les hommes vont avoir beaucoup plus de mal à aller demander de l'aide, à aller voir un psy, à aller travailler sur eux, parce que il y a encore toutes ces mémoires en eux qui leur disent mais t'as pas le droit toi de pleurer, t'as pas le droit de dire comment tu te sens, tu dois être fort, tu dois soutenir ta famille. Donc le patriarcat est venu en fait mettre un peu un chapeau à la fois sur la communication des femmes, mais aussi sur la communication des hommes. Donc c'est intéressant de venir voir les mémoires qu'on a en nous, à la fois les mémoires karmiques, donc de nos vies à nous, mais aussi les mémoires de nos ancêtres, et puis l'inconscient collectif. Donc est-ce qu'il y a des questions jusque-là, ou des commentaires? N'hésitez pas. Après je vais passer à l'autre partie. Donc l'autre partie, c'est pourquoi est-ce que c'est essentiel de travailler sur notre communication lorsqu'on est sur un chemin de développement personnel. Pourquoi est-ce qu'on ne reste pas tout simplement dans chacun communique comme il a envie de communiquer, et pourquoi est-ce qu'on ne reste pas là-dedans? Bon, plusieurs raisons. Déjà, je pense que si vous êtes là aujourd'hui et que vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous rendez bien compte que soit votre communication ne vous convient pas, soit que vous êtes dans des situations où la communication d'autres personnes ne vous convient pas du tout. Donc le développement personnel, déjà, pour un petit peu partir d'une définition, c'est à la fois une philosophie de vie, mais c'est aussi des actions qu'on va mettre en place pour faire un travail sur soi. C'est vraiment un travail sur soi, un peu comme un oignon qu'on va venir effeuiller couche après couche pour aller trouver son essence. Et le but, c'est vraiment la réalisation, le fait de se réaliser, de réaliser son potentiel et ses aspirations profondes. Oui, tout à fait, Amandine. C'est pas parce qu'on est une femme dans cette vie-ci qu'on doit travailler uniquement sur des vies passées de femmes. Tout à fait. Ça m'est déjà arrivé justement de voir d'autres vies où j'étais des hommes et où c'était un peu de la même façon. On va dire la communication avait été bridée. Donc tout à fait. Merci d'avoir précisé ça. Donc si on revient à pourquoi c'est essentiel. Donc le but c'est vraiment d'aller réaliser son potentiel maximum et puis du coup d'en faire aussi bénéficier le monde entier. Donc la communication va nous permettre de découvrir qui on est vraiment. Parce que peut-être que vous pensez depuis toujours que vous êtes quelqu'un de timide. Je ne sais pas s'il y en a ici, des gens qui se disent moi je suis plutôt timide, je suis plutôt réservée, j'ose pas trop dire ce que je pense. Ou peut-être qu'au contraire vous êtes considéré comme une grande gueule depuis toujours. Voilà, il y a des gens autour de vous que vous connaissez aussi, c'est des grandes gueules. Il faut toujours qu'ils parlent, il faut toujours qu'ils soient présents et on se dit toujours ils sont comme ça. Et en fait, et si cette façon d'être, chez vous ou chez d'autres personnes, n'était en fait que le résultat du coup de votre éducation ou de vos blessures. Ce qui veut dire que là aujourd'hui, vous avez votre âge et puis vous êtes parti du principe que vous étiez comme ça. Moi je suis timide, moi je suis grande gueule, moi je suis comme ça. Alors qu'en fait, ça n'a été, vous avez construit cette façon d'être uniquement en réaction à votre passé, à votre enfance, à l'environnement qu'il y avait autour de vous. Par exemple, moi je pensais être quelqu'un qui parlait pas du tout et en fait, depuis que j'ai travaillé, depuis que j'ai enlevé ces couches de l'oignon à chaque fois, se révèle en fait une femme qui a envie de parler, qui a des choses à dire, qui a envie d'être entendue, qui a envie de pouvoir exprimer qui elle est, ce qu'elle pense, ce qu'elle ressent, qui a envie de chanter aussi. Alors si on m'avait dit ça un jour, je l'aurais jamais cru, mais du coup, en fait, je ne suis pas qui je pensais être.
Donc déjà, le fait de travailler sur sa communication, ça va peut-être vous faire découvrir en fait que vous n'êtes pas exactement la personne que vous pensiez être. Aussi, tout simplement, si vous êtes quelqu'un de super timide ou qui n'arrivez pas à parler de vos émotions et qu'à l'intérieur de vous, vous avez cette voix qui vous dit j'aimerais pouvoir parler de mes émotions, ça veut déjà dire que vous n'êtes pas cette fille timide. Vous vous êtes construit en tant que fille timide, mais vous ne l'êtes pas. Ça n'a pas à vous définir. Donc déjà, voilà, premièrement, ça peut nous aider à découvrir qui on est vraiment. Ensuite, oser dire non et oser dire stop. Dire non est quelque chose de primordial quand ça ne nous fait pas plaisir ou quand ça ne nous convient pas. En fait, ça c'est primordial dans le développement personnel parce que ça va venir apporter en fait des choses dans tout ce travail de se respecter et de poser des limites. Donc du coup, si on apprend à communiquer ce qu'on pense, qu'on ressent, à dire oui ou à dire non en fonction des situations, on va de plus en plus se respecter, on va de plus en plus poser nos limites, et donc de toute façon, en fait, on va s'ouvrir. C'est simple, dès le moment où on pose ses limites et qu'on se respecte, déjà on enlève un paquet de poids sur ses épaules, et pareil encore une fois ici, on vient enlever les couches de l'oignon. Donc du coup, ça nous autorise à être. Voilà, c'est vraiment on va dire le truc le plus simple à dire, c'est ça nous autorise à être. Alors que si on se force toujours à dire oui et qu'on ne se respecte pas et qu'on ne pose pas ses limites, on n'est pas nous-mêmes en fait, parce qu'on ne respecte pas qui on est. C'est un peu comme si on disait à notre corps, toi tu veux pas le faire, bah tais-toi, moi je dis oui quand même. Donc au bout d'un moment, le corps il nous le fait payer aussi. Donc voilà, oser dire non et stop, c'est vraiment une étape cruciale dans le développement personnel. Ensuite, parler de ses besoins et de ses envies, c'est en fait la seule option possible, c'est la seule solution pour se rapprocher de la vie qu'on veut mener. Si jamais, par exemple, on prend une situation de couple, parce que j'ai eu pas mal de messages me disant comment améliorer sa communication en couple. Si par exemple vous avez en face de vous un partenaire ou une partenaire qui ne sait pas ce dont vous avez besoin, alors elle ne peut pas vous l'apporter, tout simplement. Alors oui, dans un monde idéal, notre partenaire saurait de quoi on a besoin, qui on est, nos désirs profonds, qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas chez nous. Mais souvent nous-mêmes, on ne sait même pas ce qui va pas chez nous, qui on est et quels sont nos besoins. Donc du coup, s'il y a bien une chose que j'ai appris donc en relation amoureuse, mais aussi de façon générale, il faut arrêter de partir du principe que l'autre devrait savoir et que l'autre sait tout ça. En tout cas, ça vous évitera énormément de soucis dans vos relations parce que plutôt que de dire ah bah oui moi j'ai fait ça, il devrait faire ça, elle devrait faire ça, plutôt que de faire ça, de ressasser tout ça, si vous disiez juste tout simplement écoute moi là honnêtement ce qui s'est passé ça m'a pas convenu ou là par exemple moi je me sens comme ça, j'ai besoin de temps pour moi toute seule. Donc si ce soir j'agis de cette façon-là, c'est pas contre toi, c'est que j'ai besoin d'être toute seule. Voilà. Plutôt que de dire bah ça se voyait que j'étais pas bien donc que j'avais besoin d'être seule. Bah non, parce que l'autre personne, elle fonctionne sûrement pas de la même façon que nous. Donc du coup, parler de ses besoins et de ses envies, c'est vraiment ce qui va vous rapprocher de ce que vous avez envie pour votre vie. Donc c'est pour ça, c'est la même chose, ça peut être la même chose au travail et dans votre famille, hein, c'est-à-dire que si vous êtes au travail et que par exemple vous restez dans un travail qui ne vous convient pas du tout et que vous n'osez pas aller demander à votre patron par exemple une augmentation, vous estimez que vous faites beaucoup trop de travail pour trop peu de salaire ou que votre job n'est pas intéressant, qu'il y a un autre job qui s'ouvre mais que vous n'osez pas y aller, vous n'osez pas communiquer sur vos besoins de moi j'ai besoin de plus, j'ai besoin d'être stimulé dans ce travail, vous n'allez jamais l'obtenir, c'est simple. Donc votre patron, peut-être que vous, à l'intérieur de vous, vous vous dites « Ah il se voit quand même que je travaille beaucoup, que je reste tard tous les soirs, il devrait lui-même me proposer une augmentation. » En fait, ça ne se passe pas comme ça. C'est-à-dire qu'il faut vous-même aller en face de la personne et lui dire moi, j'estime mériter ça, ou moi, j'ai besoin de ça. Et donc ça va vous amener à la fois dans une relation amoureuse potentiellement plus épanouissante, pareil au niveau du travail, si vous dites ce dont vous avez besoin, peut-être que ça va se passer, ça ne veut pas dire que vous allez obtenir un oui à chaque fois, mais en tout cas vous augmentez vos chances que ça arrive. Donc dans tous les aspects de votre vie, s'exprimer va vous rapprocher de cette vie épanouissante que vous avez envie de construire pour vous-même. Ensuite, parler de ses émotions et oser être vulnérable. Ça, c'est aussi essentiel dans le développement personnel. Pourquoi ? Parce que tant qu'on estime qu'il faut rester fort,
et que la vulnérabilité est vue comme une faiblesse, on ne peut pas avoir des relations épanouissantes. Donc je ne vous dis pas d'être dans votre vulnérabilité ultime au travail, hein. Là je parle vraiment des relations profondes qu'on a avec notre famille, notre partenaire, nos amis. Si on veut des relations épanouies, quelles qu'elles soient, il faut accepter d'être dans sa vulnérabilité. Donc du coup, il faut choisir qu'est-ce qu'on a envie de partager. On n'est pas obligé d'être dans sa vulnérabilité sur tous les sujets, hein, mais ça va permettre à l'autre, en fait, déjà de voir la vraie nous, de voir le vrai nous, parce que si on est tout le temps en train de cacher ce qu'on pense et ce qu'on ressent, quelque part, en fait, la personne ne nous connaît pas vraiment. Des fois, on ne se connaît pas soi-même, hein, ceci dit. Mais voilà, je pense que ça, en tout cas, si on veut on veut continuer sur son chemin de développement personnel, et même là on touche un peu le développement spirituel, c'est accepter d'être vulnérable et d'être vraiment nous-mêmes, de ne pas cacher ces failles qu'on a en nous, de ne pas cacher ces ombres. Alors j'ai quelques petites questions. On communique comment avec les narcissiques? On ne communique pas avec eux. Non, en fait c'est un peu dur dit comme ça, mais c'est le type de personne qu'il faut éloigner le plus possible de sa vie, tout simplement, parce qu'en fait il n'y a aucune discussion possible. Et c'est pour ça aussi qu'il faut quand même essayer. Il faut quand même essayer. Et dès qu'on se rend compte, soit qu'on a un mur en face de soi, soit qu'il n'y a aucune discussion possible, c'est le genre de personne où il n'y a pas de discussion possible et ça va en fait nous faire nous sentir encore plus mal. Donc c'est de dire à la personne, excuse-moi, mais là notre conversation, je ne peux pas la continuer parce que ça ne serait pas me respecter, parce que je sens qu'il n'y a aucune communication nécessaire, donc du coup, voilà, c'est tout. Oui, c'est sûr que c'est gênant quand c'est des gens très proches, mais en fait, qu'est-ce qui est le plus important? Ta santé mentale ou le fait de maintenir une pseudo-relation avec quelqu'un? Puis des fois, les narcissiques, ils ne le sont pas tout le temps. Donc, c'est possible d'avoir certaines discussions, et puis sur d'autres, tu dis là, clairement, cette discussion, elle m'apporte rien, je sens qu'on ne peut pas parler, donc je préfère couper. Et en fait, si tout le monde faisait ça avec les narcissiques, il n'y a plus personne qui leur parlerait quelque part, et peut-être que il se passerait un travail en eux, ils diraient tiens c'est bizarre, j'ai plus personne autour de moi là. Soit ils resteront tout seuls et ils vont se transformer en grosses victimes, soit ils vont continuer dans leur délire et puis c'est tout. Mais au moins toi ça viendra pas t'affecter toi et c'est ça le plus important. Voilà. C'est pas parce que notre famille est notre famille qu'on est obligé de subir leurs blessures et de subir leurs névroses et toutes les choses sur lesquelles eux ils veulent pas travailler, que nous on est obligé de subir ça quoi. Voilà, ça c'est aussi important de le dire, il faut pas se sentir coupable de ça. C'est son chemin à elle et toi tu as ton chemin à toi, donc c'est voilà de réussir un petit peu à séparer les choses et c'est pas évident à faire mais ça va arrêter de te prendre de l'énergie surtout. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de communiquer sur ses besoins et envies? Donc ça, je pense que vous avez pas mal les réponses. Peur d'être vulnérable, donc là je viens d'en parler justement. Peur que ça soit vu comme de la faiblesse, vulnérabilité, peur d'être jugé, peur qu'on utilise ça contre nous un jour. C'est par exemple si on ose, je sais pas moi, au travail, dire qu'en ce moment on traverse une période difficile et tout. Si 2 semaines plus tard on rend quelque chose et qu'il y a des fautes dedans et que la personne nous dit ouais mais en même temps ça va pas toi en ce moment, un peu voilà comme si ça allait pouvoir être réutilisé contre nous. Voilà, donc peur que ça puisse être à tout moment réutilisé contre nous. Ensuite, une des autres raisons, c'est parce qu'on ne les connaît pas soi-même. Si on n'a pas commencé à travailler sur soi, si on ne s'est jamais posé pour voir mais de quoi est-ce que j'ai envie, de quoi est-ce que j'ai pas envie, quels sont mes besoins, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui se sont jamais posés pour se poser ces questions-là. Donc si on ne connaît pas soi-même ses besoins et ses envies, l'autre ne peut pas les connaître et on ne peut pas les communiquer à l'autre. Donc il y a déjà un travail de dire qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je ne veux pas. Et après de pouvoir le communiquer à l'autre. Une des autres raisons de pourquoi est-ce que c'est difficile, c'est car on n'a pas l'habitude, aussi tout simplement. Si on l'a jamais fait, si on n'a jamais grandi, si on n'a pas grandi dans une famille où les gens communiquaient, si on n'a jamais osé le faire, c'est comme pour toute habitude, ça ne se change pas comme ça en 2 secondes, ça prend du temps de venir réinstaller une nouvelle habitude. Ensuite, car on a des blessures. Des blessures, ça peut être des fois on a tenté de le faire. Il y a peut-être eu des fois où vous avez essayé d'exprimer ce que vous pensiez ou vos besoins et le retour que vous avez eu a été super négatif. Et dans ce cas-là, si vous voulez, c'est comme si en vous, il y avait un truc qui s'était écrit, quand tu parles, tu vas te choper ça. Donc du coup, on préfère ne pas parler, tout simplement.
car on estime que ce qu'on a à dire n'est pas légitime ou pas important. Ça, c'est une autre raison qui peut expliquer que c'est difficile de s'exprimer. Si on a un besoin et que pour nous il n'est pas légitime, ça peut être j'ai besoin d'être seule. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur enfin voilà, qui ont toujours été, je sais pas moi, bout en train, enfin voilà, des gens qui sortaient beaucoup, et puis là, en ce moment, elles ont besoin d'être seules. Et si jamais elles disent, ah bah non, moi je veux pas sortir ce soir parce que je suis fatiguée, et ben ça, même ça va pas être vu comme légitime parce que les gens vont dire, oh mais ça va, t'es fatiguée, t'as fait quoi enfin, voilà, un peu tout de suite de venir questionner le besoin de la personne d'être seule. Donc là, c'est un petit exemple, il peut y en avoir des beaucoup plus poussés, mais si soi-même on n'a pas donc tout ce qui est confiance en soi, estime de soi, on a nécessairement un peu ce côté mes besoins sont pas légitimes, sont pas importants, donc je vais même pas aller les communiquer. Et puis ensuite, en fait, la dernière raison que j'ai vue, donc il y en a sûrement d'autres, mais c'est on a peur de la réponse qu'on va avoir en face. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ne vont pas oser être vulnérables, qui vont pas oser communiquer sur leurs besoins, tout simplement parce qu'ils ont peur de se prendre une porte en face. Voilà. Soit une porte, soit des critiques, soit de la moquerie. Donc ça va faire que du coup on se renferme. Ensuite, alors je vais regarder les questions. Comment exprimer ses émotions plus facilement? Ouais, donc ça c'est la dernière partie. Je vais vous donner des pistes justement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire libérer sa voix? Libérer sa voix, c'est aller comprendre et libérer les blessures qui sont venues affecter notre voix et notre communication. Ça, c'est la première étape. C'est déjà aller se rendre compte, et puis il y en a souvent plein, mais voilà, se rendre compte de qu'est-ce qui est venu affecter et qu'est-ce qui est venu blesser notre voix et notre communication. Donc ça soit nos blessures à nous, mais ça soit aussi le transgénérationnel, donc aller libérer le transgénérationnel, aller libérer les vies passées, donc le karma en lien avec les voix, ça c'est un petit peu tout le côté libération des blessures. Ensuite, donc ça je l'ai réalisé dans le... Parce que là du coup je suis en train de suivre une thérapie de libération de la voix, et en fait je me suis rendu compte, enfin elle m'a fait me rendre compte qu'il y a des tons que j'utilisais pas du tout dans ma façon de parler. Elle utilise son petit appareil sur les tons, et donc je me suis rendu compte qu'il y avait deux tons qui étaient pourtant très importants pour moi en voyant par rapport à l'astrologie, que je n'utilisais jamais. Donc du coup, là moi mes devoirs c'est d'écouter ces sons-là, donc j'ai téléchargé des sons, et puis de les chanter, ou de les hummer comme on dit, ou même de les écouter pour les rajouter au ton de ma voix, pour que ma voix elle puisse remplir en fait son devoir et son rôle de faire passer les messages que j'ai besoin de faire passer. Comment libérer sa voix? Donc oser dire sa vérité, oser la partager, oser chanter, oser utiliser cet outil magnifique. Donc libérer sa voix, c'est un petit peu tout ça. C'est à la fois comprendre pourquoi, libérer le pourquoi, et ensuite aller travailler sur sa voix, donc oser parler, oser chanter, oser s'exprimer, même si c'est des fois que... Voilà, avec une autre personne, c'est déjà beaucoup pour certaines personnes. Donc voilà, libérer sa voix, c'est un peu tout ce panel. Donc, des pistes. Je vais faire les pistes maintenant parce que je crois que ça fait déjà 45 minutes et la dernière fois je me suis fait couper. Donc, des pistes pour avancer sur sa communication. Déjà, de l'observation. Premièrement, observation. Est-ce que j'exprime tout ce que je pense et tout ce que je ressens? Oui, non. Est-ce qu'il y a des personnes ou des situations avec lesquelles ou dans lesquelles je le fais et d'autres dans lesquelles je ne le fais pas? Donc déjà vraiment une observation de votre communication. Ensuite, est-ce que mon message, une fois qu'il est sorti, correspond au message que je voulais faire passer? Si oui, tant mieux. Sinon, comment ça se fait? Est-ce que les mots qui sont sortis, c'est pas du tout ceux que je voulais utiliser? Comment ça se fait? Est-ce que c'est parce que j'avais la gorge serrée? Est-ce que c'est parce que j'ai pas osé utiliser les bons mots? Est-ce qu'il y a eu un trop plein d'émotions quand j'ai voulu m'exprimer? Est-ce que j'ai été agressive et pourquoi? Donc vraiment, d'abord, est-ce que j'ose exprimer? Ensuite, comment est-ce que je m'exprime? Ensuite, aussi, donc voilà, est-ce que le message est bon, mais est-ce que la façon de le faire passer n'est pas bon? Ensuite, est-ce que j'ai essayé de m'exprimer, mais qu'on ne m'écoute pas en face? Et parce que c'est, en fait, de voir tout ça va vous donner des pistes sur ce qui a besoin d'être travaillé. Voilà. Si vous êtes face à une personne qui vous écoute jamais, et ben là, il va falloir communiquer sur ça. Si en revanche, c'est votre ton qui n'est pas ok, bah c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Et ici, on n'est pas là pour être dans le jugement, et c'est ok de se rendre compte que là, on n'a pas assuré, quoi. Parce qu'en s'en rendant compte, on se permet aussi de pouvoir le faire évoluer.
Ensuite, demander des retours. Là aussi, c'est se mettre en vulnérabilité, mais c'est super important. Si vous voulez réellement changer votre communication, alors il faut que des personnes de confiance soient autorisées à vous dire les fois où vous repartez dans vos vieilles habitudes. C'est ok d'aller vers quelqu'un et de dire écoute, voilà, je suis en train de travailler sur ma communication, j'essaie d'être plus comme ça, de moins agir comme ça, d'être moins agressive. Est-ce que, s'il te plaît, les fois où tu sens que ça revient en moi, est-ce que tu peux me le dire? Voilà. Déjà, rien que ça, il faut qu'elle puisse savoir que c'est ok de le faire et que vous ne le preniez pas comme un affront. Les personnes qui sont bienveillantes autour de nous sont là pour que nous aussi on aille un peu mieux dans notre vie et puis elles vont en bénéficier aussi quelque part. Donc du coup, voilà, ça peut être un vrai soutien. Ensuite, une chose importante, c'est regarder si quand vous parlez à une autre personne, vous êtes plutôt à lui dire ce qu'elle a fait mal, plutôt qu'à exprimer quels sont vos besoins et comment vous vous sentez. Je vous donne un exemple. On va prendre un exemple de couple. Imaginons, je sais pas moi, enfin j'ai même pas d'exemple là tout de suite qui me vient, mais par exemple, plutôt que de dire oui, quand tu m'as parlé, t'as agi comme ça, c'était super injuste, je t'ai trouvé vraiment méchant, voilà. Là, on tourne tout vers l'autre personne. Tu as fait comme ça, tu as été comme ça, tu as dit ça. Quelle est la différence avec, je me pose 5 minutes, la discussion qu'on a eue tout à l'heure m'a fait me sentir comme une enfant. Vraiment, la façon dont j'ai reçu tes mots, c'est comme si je me faisais disputer par mon papa. Et pour moi, ça, c'est inadmissible. Parce que on est deux personnes égales. Et à mon sens, si jamais tu as des choses à me dire, la façon dont tu les as dites m'ont fait me sentir comme ça. Et là, c'est pas ok pour moi. Je donne un exemple en fait. Donc il n'est pas parfait, mais c'est pour vous montrer, plutôt que de dire tu as agi comme ça, tu as fait ça, c'est de dire je me suis sentie comme ça, ou et ça ne m'a pas convenu en fait. C'est exprimer ce qu'on a ressenti, quels sont ses besoins, tu vois, plutôt que de dire tu as fait comme ça. Et en fait, rien que ça, si on applique ça dans sa communication de façon générale, ça va beaucoup mieux. Et en fait, le message, il est presque le même. Hein. À l'intérieur de nous, on le pense, t'as agi comme ça, t'as été méchant. Sauf que, en le disant d'une autre façon, on va pouvoir avoir une communication avec la personne, alors que si on va en accusant, humainement parlant, on se ferme. C'est comme ça. Sauf si c'est quelqu'un de super évolué qui va dire oui, c'est vrai, tu as raison. Sauf qu'en fait, la majeure partie des gens sont pas comme ça. Donc, c'est plus intéressant d'aller parler de ce qu'on a ressenti et du fait que ça ne nous convient pas, ou de que ça nous convient, hein, parce que c'est ok de le faire aussi pour du positif, hein, bien évidemment, plutôt que d'être dans l'accusation. Ensuite, l'écriture. L'écriture est sous-estimée. Il y a énormément de gens qui disent je sais pas écrire, je vais pas écrire. Pareil, c'est une habitude à créer, c'est comme pour tout. C'est idéal pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer. Ici, dans leur carnet, elles s'achètent un beau carnet, elles vont pouvoir écrire tout ce qu'elles veulent. Et même pouvoir déchirer la feuille si c'est, voilà, peu importe en fait ce qu'elles en font, mais commencer à écrire un peu tous les jours comment on se sent va rendre ça plus facile ensuite de pouvoir l'exprimer à quelqu'un d'autre. Donc petit à petit ça vient ça vient nous faire oser déjà à exprimer, même si on se l'exprime qu'à soi-même et sur un carnet, c'est déjà un début. Faut pas vouloir tout de suite aller devant une pièce de 100 personnes exprimer comment on se ressent, hein. Comment on sent. Il faut vraiment faire petit à petit. C'est idéal pour vider son sac. Donc les gens aussi qui ont peut-être pas de soucis pour communiquer, mais qui communiquent peut-être de façon trop violente, ou alors les personnes qui vont avoir trop d'émotions quand elles communiquent, si vous écrivez déjà tout ça sur le papier, il y a déjà une couche de l'émotion qui vient, qui est déjà partie. Donc quand vous allez en parler à la personne, on a déjà enlevé une couche d'émotion. Donc du coup, forcément, il y a moins la gorge qui est serrée, il y a moins les émotions qui sortent. L'écriture intuitive est chouette aussi, je l'ai fait quelques fois où vraiment je me sentais pas bien. Vous mettez un chrono de 10 ou 15 minutes sur votre téléphone et là vous écrivez. Donc on n'a pas le droit de s'arrêter, donc pas le droit de regarder les fautes, pas le droit de se dire mince, ma phrase elle a pas de sens. Vous écrivez sans vous arrêter pendant 15 minutes. Au bout d'un moment, il y a des messages qui vont sortir. Il y a l'inconscient qui va se mettre à écrire parce que tout simplement, le mental n'aura pas la place et le temps de venir faire attention aux fautes. Donc ça peut être très intéressant aussi. L'écrit à la main doit être privilégié par rapport à l'écrit sur son PC. Moi, je ressens quand même une différence, en fait. Donc, à voir ce qui, toi, te convient le mieux. Je trouve que dans l'écrit, il y a quand même un côté, je prends plus le temps de le faire, mais
je trouve qu'il faut essayer les deux à voir ce qui nous voir ce qui nous parle le plus. Ouais, l'avantage de la feuille, c'est qu'après tu peux éventuellement aller la brûler, aller l'enterrer, la déchirer. Il y a peut-être un petit côté plus symbolique. Voilà ce que je dirais. Dessiner ou peindre, art thérapie, tout à fait. Ouais, ouais. À n'importe quel moment de la journée, quand j'ai un trop plein, je pianote les ressentis et sentiments sur mon iPhone. On relit plus tard. Ouais, super. Ouais, ouais. Non, mais en fait, c'est vraiment créer une habitude. Hein. Dès qu'on a cette habitude-là, tout simplement, dès que ça va pas aller ou dès qu'il y a un truc, tout de suite on écrit et ça va faire redescendre la pression. Donc voilà. Ensuite, et là il n'y a pas photo, travailler avec un thérapeute. Si votre communication ne vous convient pas, il faut. Alors, dans l'idéal, vous avez déjà un peu compris d'où ça venait, mais le but du thérapeute, c'est de vous aider à comprendre d'où ça vient. Et comme vous l'avez vu, c'est plusieurs couches. Il va y avoir vos vies à vous, il va y avoir votre passé, il va y avoir celui de vos parents, il va y avoir l'éducation, il va y avoir plein de choses. Et donc, tout seul, c'est difficile de le faire, honnêtement. Et puis, ça va prendre aussi potentiellement un peu de temps. C'est ok. C'est ok, mais c'est ok parce qu'à chaque fois vous allez gagner un petit peu en assurance dans votre communication. Ça va pas être d'un coup boum, ça va être vraiment petit à petit, donc vous allez voir le positif, donc vous allez avoir envie de continuer à travailler là-dessus. Un thérapeute va aussi venir travailler tout ce qui est inconscient. Et ça, globalement, si c'est inconscient, vous ne pouvez pas le savoir. Donc du coup, travailler avec un thérapeute, je peux que vous le conseiller. Et tout type de thérapeute. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé en chamanisme, en décodage biologique, en énergétique, donc en Reiki. Et là, je travaille du coup en libération de la voix. Mais pareil, il y a de l'énergétique dedans. Donc vraiment, je peux que vous le conseiller. On ne peut pas travailler ça tout seul. Voilà, en tout cas j'y crois pas et c'est possible de travailler tout seul mais ça va vous prendre tellement plus de temps que ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine d'essayer. Faites les deux. À la fois aller voir un thérapeute et à la fois faites des choses tout seul. Et par exemple ce qui vient après, lisez des ouvrages. Lisez des ouvrages sur la communication non violente, sur la programmation neurolinguistique, la PNL, comprendre leurs principes, comprendre comment les mettre en œuvre dans votre vie de tous les jours. Le but ultime, c'est des relations plus harmonieuses, plus respectueuses, plus authentiques et surtout le fait de vous respecter. Donc, travaillez avec des thérapeutes et de votre côté, faites de l'écriture, faites de la peinture, chantez même si vous êtes toute seule ou tout seul, lisez des ouvrages. Voilà, vraiment chacun en fait va venir apporter quelque chose. D'autres pistes aussi, c'est que chaque personne a des façons différentes d'exprimer l'amour. Donc là, c'est pour revenir un petit peu au couple. Il y a un bouquin qui est chouette, c'est les 5 langages de l'amour, qui montre qu'en fait, on n'a pas tous la même façon d'exprimer notre amour. Donc les 5 façons, c'est les paroles valorisantes, les cadeaux, les services rendus, les moments de qualité et le toucher physique. Donc en fait, pour certaines personnes, les mots sont pas si importants, les paroles valorisantes sont pas si importantes parce que peut-être ils ont jamais grandi avec ça. Donc du coup, ils vont pas le faire dans leur couple. Et si vous êtes en couple avec quelqu'un qui ne valorise pas les paroles et que pour vous c'est important, il peut y avoir des conflits. La personne va vous dire oui mais ok je te parle pas mais par contre regarde je suis toujours là à te faire des câlins, à te prendre dans mes bras mais pour vous ça va pas vous suffire parce que la personne a une façon différente d'exprimer son amour. Donc ça peut être aussi intéressant en fait d'aller lire ce bouquin pour juste se rendre compte en fait qu'une fois qu'on le sait on est moins dans l'attente de l'autre personne, il y a moins de souffrance. Et puis chanter, donc ça c'est pareil, que vous soyez tout seul dans votre douche, que ça soit vous mettez des mantras et vous mettez juste à faire des om, rien que ça, ces vibrations là elles sont utilisées depuis des millénaires en fait, par toutes les cultures. La musique, la danse sont utilisées comme des moyens d'expression, comme des moyens de libération. La vibration va venir en fait travailler des organes et des situations, des blessures qu'on a pu avoir et va venir les aider à se libérer. Donc rien que ça en fait c'est chanter pour se faire plaisir, on s'en fiche du ton qu'on utilise, on s'en fiche de la technique. Et moi c'est ça en fait qui me bloquait parce que mon côté il faut que tout soit parfait voulait que si tu chantes tu dois bien chanter, sinon tu chantes pas. Et là j'ai appris qu'en fait on n'est pas obligé de savoir bien chanter, il faut juste se faire plaisir, voilà. Et ça c'est super important. Donc du coup voilà, l'observation, observez votre façon de communiquer, demandez des retours, exprimer ses besoins et comment on se sent plutôt que de dire à l'autre personne ce qu'elle a fait de mal. L'écriture, quelle qu'elle soit, ou la peinture, ou la créativité, oui, danser aussi, c'est un moyen d'expression. Alors ça va peut-être pas t'aider à 100% dans ta communication, mais toi, ça va te donner une meilleure confiance en ton corps, une meilleure confiance en toi, du coup, et puis ça va te permettre aussi d'évacuer des émotions. Donc ouais, je valide aussi. Travailler avec un thérapeute, encore une fois, je pense que c'est vraiment là qu'il faut commencer parce que ça va venir vous aider à travailler sur toutes ces différentes couches de l'oignon.
lire des ouvrages, communication non violente, PNL, par exemple les 5 langages de l'amour aussi, mais plein d'autres bouquins sur la communication, la confiance en soi, l'estime de soi. Il y a des gens qui ont écrit des trucs vraiment super. Et puis chanter. Voilà. Donc je crois que ça fait un petit peu le tour. J'espère que ça vous a donné des pistes. Encore une fois, c'est pas, vous n'êtes pas nécessairement qui vous pensez être en fait. Il y a énormément de choses. Je pense que vous avez énormément de choses à dire, énormément de choses à apporter au monde et de venir en fait travailler sur votre communication et de libérer tout ce qui vous empêche de l'avoir cette communication. Ça va vraiment vous faire découvrir une autre personne et j'ai aucun doute sur le fait que cette personne elle va encore plus vous plaire et qu'elle va encore plus venir apporter au monde en fait parce qu'on a chacun quelque chose à venir apporter à ce monde même si on n'en a pas encore conscience et le meilleur moyen de pouvoir l'apporter ça reste la communication donc verbale et puis pour d'autres personnes ça sera plutôt la communication artistique ou corporelle et puis il y a aussi nos vibrations hein. Il n'y a pas que la communication bien évidemment mais en tout cas ça vient vous donner quelques pistes sur le pourquoi et puis sur le pourquoi c'est important aussi et puis comment venir libérer sa voix et venir libérer sa communication. Si jamais vous avez des questions par rapport à ce live, que ce soit les personnes qui l'ont vu en direct ou après en replay, n'hésitez pas. C'est toujours un vrai plaisir pour moi de pouvoir échanger avec vous et puis apporter des précisions aussi. Donc voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée, à moins qu'il y ait d'autres petites questions. Je crois qu'il reste à peu près 2 minutes encore avant que le live se ferme. Donc, hop, merci à vous d'avoir été là.